Cet épisode vous est présenté par l'entreprise de gardiennage et surveillance de résidence en votre absence, Vigie Maison, www.vigiemaison.com. Beaucoup de livres ont été écrits sur le général de Gaulle, mais la biographie avec un L majuscule, c'est celle que Lacouture a faite. Je commençais à être journaliste, dans le fond, à l'époque. Je n'étais pas particulièrement intéressé par de Gaulle. Mais quand j'ai commencé à lire cette biographie-là, j'ai été accroché. Il raconte la vie de Gaulle comme un journaliste le ferait. Tu sens que c'est Lacouture qui te raconte de Gaulle. C'est pas comme un historien qui prend sa distance. Lorsqu'il y a une difficulté, un problème à régler, une thèse à vérifier, c'est Lacouture qui nous dit comment il est arrivé à cette conclusion-là. Moi, je pense que la vraie objectivité, c'est d'être le plus ouvert possible, le plus franc possible avec son lecteur. Où on a trouvé nos informations? Comment on a raisonné pour arriver à ça? C'est beaucoup plus important, cette espèce de boîte noire sur laquelle on ouvre, si vous voulez, la porte, que la conclusion. Je vais juste refaire mes questions, vous répondez pas une deuxième fois. Non, parce que là, je dirais peut-être le contraire de ce que je viens de dire. Ah oui, ça se peut. OK. Cette semaine, les publications universitaires abordent la vie de Wilfrid Laurier en compagnie d'André Pratt. Monsieur Pratt, Wilfrid Laurier devient premier ministre du Canada en 1896, alors que le pays ne comptait que 7 provinces. L'avenir du pays était donc incertain. Est-ce que cette réalité a marqué son action politique? Tout à fait. C'est la clé fondamentale pour comprendre sa démarche. Vous avez dit, il arrive au pouvoir en 1896. La première chose qu'il faut réaliser avant de voir ce que Laurier a fait, c'est que ce que ça veut dire, c'est que le Canada n'a que 30 ans. Et puisque la Confédération s'est faite en 1867. Et en fait, le Canada n'existe pas vraiment. Il n'existe pas dans l'esprit des gens. C'est comme une entente, un contrat, si vous voulez. Mais il n'y a pas encore chez les francophones ni chez les anglophones une conscience réelle de ce qu'est le Canada, de ce que peut être ce pays-là. Et Laurier, lui, arrive, donc, il est le premier premier ministre canadien-français, francophone. Et déjà, ça, c'est quasiment miraculeux parce que personne ne pouvait s'imaginer que le Canada serait autre chose qu'un pays anglais. Même les Canadiens français de l'époque, au moment de la Confédération, ce qu'ils voulaient, c'est que la Confédération garantisse qu'il y ait une province, le Québec, où les francophones seraient majoritaires et géraient ce qui est important pour eux. Puis le reste du pays serait anglais. Quand Laurier devient chef de parti et ensuite premier ministre, c'est la surprise générale à la fois chez les francophones et les anglophones parce que tout d'un coup, le Canada, ça devient un pays où peut-être les francophones vont pouvoir jouer un rôle pas seulement limité à leur province, le Québec, mais aussi à l'ensemble du pays. Et on sait que le Canada français d'avant les années 1960 accusait un retard économique par rapport au Canada anglais. Comment Laurier voyait-il cet écart de richesse entre les deux groupes? D'abord, Montréal était, on n'utilisait pas le mot, mais était la métropole du Canada. C'est à Montréal que l'establishment financier du Canada s'installait. C'est à Montréal que les plus grosses industries aussi s'installaient. C'est vrai que dans les zones rurales, puis la province de Québec était surtout rurale, c'était un milieu assez pauvre. C'est vrai qu'en termes d'éducation, il y avait un retard. En même temps, dans le Canada qui se construisait, c'est-à-dire dans les futures ou les nouvelles provinces de l'Ouest, arrivaient par centaines de milliers des Européens, surtout les Européens de différents pays, qui étaient aussi dans des conditions extrêmement difficiles et qui construisaient l'économie agricole de l'Ouest du Canada. Le défi pour Laurier à ce moment-là, c'est surtout d'essayer de voir où le Canada, au point de vue économique, va se situer. Est-ce qu'il va se rapprocher des États-Unis, qui, eux, connaissent une période après la guerre civile de grand développement extrêmement rapide, ou est-ce qu'il va rester lié économiquement et autrement avec l'Angleterre, puisqu'à cette époque-là, c'est la Grande-Bretagne qui est la grande puissance impériale. Et Laurier aura, comme les autres politiciens de son époque, vraiment à naviguer à la fois avec la prospérité et la puissance naissante des États-Unis, mais aussi l'attachement des entreprises, mais aussi l'attachement émotif des anglophones à l'Empire britannique. Et c'est ça qui va être très, très difficile parce que on est attiré vers le sud, mais aussi on a des attaches très fortes de toutes sortes avec le royaume britannique, avec l'Empire britannique.
la vision du Canada de Wilfrid Laurier se fondait sur une égalité entre les deux races. Pourquoi Wilfrid Laurier parlait-il en termes de race? Ben, parce que tout le monde parlait en ces termes-là à l'époque. C'est-à-dire que vraiment, on considérait que les Anglais, les anglophones et les francophones venaient de deux races différentes. Et le mot race à l'époque n'était pas porteur d'un sens péjoratif, si vous voulez, dans le discours politique. Et au contraire, par exemple, si vous lisez les journaux de l'époque du Canada français, les gens parlent très fièrement de la race canadienne-française. On parle pas d'abord beaucoup de Québécois, on parle beaucoup de la langue et on parle énormément de la religion. Vous avez dit quelque chose qui est important parce que vous parlez de la vision que Laurier avait du Canada. Il faut faire attention parce que Laurier n'était pas nécessairement un visionnaire. Souvent, les gens demandent est-ce que Laurier ressemble beaucoup à Trudeau pour parler de gens qui sont plus proches de nous. Et c'est une grande différence entre Laurier et Trudeau. Trudeau avait une vision du Canada, il avait un projet et sa carrière politique, durant sa carrière politique, il essayait de avancer ce projet pour que le Canada ressemble à ce que lui pensait être la bonne vision. Laurier n'avait pas une vision dans ce sens-là. D'abord parce que le pays était très jeune, son identité était affaires. Ce qui animait la vision de Laurier, c'est qu'il était profondément convaincu que si le Canada ne fonctionnait pas, les francophones, le Québec, la province de Québec, seraient rapidement avalés par les États-Unis et que ce serait la fin du français et de la religion catholique. Donc, le premier souci de Laurier, c'était de préserver l'Union canadienne au bénéfice des francophones. Et donc là, le défi était considérable, évidemment, de faire partager à ces gens de races différentes des convictions communes sur l'avenir du pays. Mais au-delà de ça, par exemple, si vous prenez Trudeau qui voulait une charte des droits, Laurier, la forme précise que devait prendre l'Union canadienne, pour lui, c'était pas important. Ce qu'il fallait faire, c'est rapprocher les deux races de sorte que ce soit possible qu'elles gèrent ensemble le pays naissant qui était le Canada. Dans votre livre, on fait une découverte assez intéressante. Wilfrid Laurier était opposé à l'avènement de la Fondation du Canada en 1867. En fait, c'est pas une révélation parce que d'autres historiens avaient déjà soulevé ça. C'est vraiment un paradoxe dans l'histoire de Laurier parce que bon, c'est pas parce qu'il a changé d'idée, parce que comme tout le monde en politique, tout le monde peut changer d'idée à un moment ou à un autre. Mais Laurier, le premier discours qu'on connaît de Laurier, il le prononce à la fin de son cours universitaire à l'Université McGill. Il a étudié le droit à l'Université McGill et on lui demande de faire le discours en français pour la fin des études, la collation des grades. Et il prononce là un discours très, très pro-canadien, si vous voulez. Et c'est avant, c'est la Confédération, et extrêmement naïf, si vous voulez, sur les relations anglophones et francophones, où il dit que toutes les disputes entre les deux races, c'est fini, c'est l'histoire du passé. Et quelques années plus tard, vraiment, alors qu'il n'a pas amorcé sa carrière politique, il édite un journal très nationaliste et rouge dans lequel il va justement s'attaquer au projet de la Confédération en disant que si ce projet-là va de l'avant, ça va être la fin du français en Amérique, la fin des Canadiens français, etc. Alors, encore une fois, quelques années plus tard, il va devenir, pour tout le reste de sa carrière politique, le plus grand défenseur de ce projet qui était la Confédération. Alors, on a beaucoup de mal à expliquer cette parenthèse qui semble durer peut-être 1 an ou 2 seulement, où là, tout d'un coup, il devient vraiment celui qui avertit les francophones du projet, des dangers du projet de la Confédération. Et, bon, ça dure un épisode d'1 an ou 2, et puis après ça, c'est fini. Alors, l'explication la plus simple, c'est que Laurier, qui était très jeune à l'époque, n'avait pas vraiment amorcé sa carrière. On lui a offert de diriger, d'être l'éditeur d'un journal, un petit journal libéral et très nationaliste. Et en prenant la direction de ce journal, il a en quelque sorte endossé la ligne éditoriale, si vous voulez, du journal de l'époque, et que c'était pas vraiment lui qui écrivait, mais c'était la rédaction du journal, si vous voulez. En tout cas, c'est la seule explication qu'on a trouvée vraiment à ce virage, plus le fait que Laurier était, tout le monde autour de lui était des nationalistes, des rouges, c'est-à-dire des libéraux radicaux, qui, eux, étaient très méfiants du projet de confédération. Monsieur Pratt, dans votre livre, vous dites que personnellement, Wilfrid Laurier était d'une courtoisie exemplaire et qu'il pouvait dîner avec quelqu'un qui était radicalement opposé à ses idées.
Ben, c'est ce qui est le plus, je dirais, le plus intéressant dans le personnage de Laurier. Il y a beaucoup de gens en politique à cette époque-là et après qui ont chanté, si vous voulez, les vertus du compromis. Seul un compromis entre les différents groupes va permettre à un pays comme le Canada d'avancer. Et donc, il est loin d'être le seul à vanter la nécessité d'une ouverture vers l'autre, du compromis, de la négociation. Ce qui est particulier avec Laurier, c'est que pour lui, c'était pas une conviction, il était comme ça. C'était lui, c'était sa personnalité. Et donc, c'était, si vous voulez, le modèle canadien, c'était pas quelque chose auquel il avait réfléchi, oui, mais c'était d'abord quelque chose qui correspondait à qui il est, à sa personnalité vraiment profonde. Ce qui fait que tout le monde aimait Laurier, même ses plus grands adversaires politiques, le plus grand étant Henri Bourassa, le grand leader nationaliste, le fondateur du Devoir, pouvait pas s'empêcher d'aimer Laurier. Et c'était pas, je dirais, une affection partisane dans le sens des politiciens d'aujourd'hui qui font du porte-à-porte, puis donnent des grandes claques dans le dos à tout le monde, puis ça, et qui lancent des crêpes ou des hamburgers, etc. C'était parce que Laurier était un homme assez digne, hein, qui se tenait toujours très droit, et donc il y avait beaucoup d'affection, mais pas de proximité. Les gens aimait Laurier, mais le respectait aussi. Et c'est vraiment fascinant de voir dans son abondant courrier, même l'adversaire le plus farouche qui le critiquait, toutes ses lettres s'est terminées par « Bon, il faudrait bien se voir la semaine prochaine ou dans 2 semaines quand vous passerez par Ottawa ou par Victoriaville, où il pratiquait le droit. » Il était toujours prêt à discuter avec les gens. Et donc, Laurier... c'était vraiment sa personne qui était comme ça. Et il n'aurait pas pu être autrement. Ça a fait dire à Henri Bourassa, son grand adversaire, comme je le disais tantôt, que le jour où Laurier arrivera au ciel, la première chose qu'il ferait, c'est de trouver un compromis entre le diable et le bon Dieu. Hein? C'était le compromis tout le temps, à tout prix. Alors que Laurier disait de Bourassa, ben lui, il est tellement négatif, il veut tellement jamais négocier qu'il réussira rien dans la vie. Peut-être que l'un avait besoin de l'autre, finalement. C'est peut-être un peu, moi, en tout cas, une découverte que j'ai faite, c'est que, justement, dans le fond, dans toute l'histoire du Canada et du Québec en particulier, il y a ces deux pôles-là, souvent représentés par des personnages très forts. Hein, vous avez Laurier et vous avez Bourassa. Plus tard, vous aurez Trudeau et René Lévesque. Avant ça, vous aviez Georges-Étienne Cartier contre Dorion. Enfin, il y a toujours eu cette espèce de couple, non seulement de tension entre deux idées, mais personnifiée par des personnages très forts. Et peut-être que dans le fond, c'est la situation idéale, la façon qui permet au Québec d'avancer au sein du Canada, sans trop de rupture non plus, sans trop de compromis non plus. Et cette tension-là, elle est peut-être saine, et c'est peut-être celle que les Québécois ont choisie depuis même qu'ils font partie du Canada. Vous dites que chez Laurier, le compromis était une volonté qui ne relevait pas de la lâcheté, mais du courage. Oui, ben enfin, Laurier, il s'est fait vraiment le défenseur du compromis entre les Canadiens anglais, les Canadiens français, entre les protestants, les catholiques. Pour lui, le compromis était la seule voie possible dans un pays qui était si divisé à différents points de vue. Et Laurier prenait beaucoup l'exemple d'Abraham Lincoln, dont il était un grand admirateur. Et Lincoln avait dit à un moment donné dans une de ses lettres les plus importantes, quand on lui demandait « Mais pourquoi vous ne libérez pas tous les esclaves? » Et c'était quelques années avant que Laurier devienne premier ministre, quelques décennies. Et alors Lincoln avait répondu à un de ses correspondants « Ma priorité, c'est de sauver l'Union. Si je pouvais sauver l'Union en libérant tous les esclaves, je le ferais. Si je pouvais sauver l'Union en ne libérant aucun esclave, je le ferais aussi. » Pas parce que Lincoln pensait que libérer les esclaves n'était pas important, mais la première chose, y compris pour arriver à libérer les esclaves, c'était le maintien de l'Union américaine. Pour Laurier, le Canada, c'était un peu la même chose. Il fallait adhérer à des principes, à des valeurs importantes, mais il fallait aussi suivre l'opinion, tenir compte des différents courants d'idées, des préjugés même des gens de différentes régions. Par exemple, lorsque Laurier a décidé comme premier ministre ici, le Canada va envoyer des troupes pour soutenir l'Empire britannique en Afrique du Sud, la guerre des Boers. Et la position nationaliste à l'époque, c'est « n'envoyons pas de Canadiens, ce n'est pas une guerre qui a un intérêt pour le Canada ». Laurier disait un instant,
il y a des Canadiens anglais qui, eux, veulent y aller. C'est même pas la conscription, là. Ils sont volontaires. Alors, pourquoi est-ce qu'on les empêcherait d'y aller? Ceux qui veulent y aller, qu'ils y aillent, ils y croient, c'est leur affaire. Le Canada ne fera pas de conscription, mais on va leur permettre d'y aller. Alors, vous voyez, c'était Laurier. Il disait, oui, moi, je suis contre la guerre, j'aime pas la guerre, je suis pas sûr que cette guerre-là, la guerre des Boers, est d'intérêt pour le Canada, mais s'il y a des Canadiens anglais qui veulent y participer pour soutenir l'Empire, ben on va les mettre sur un bateau, puis on va les transporter jusque-là, puis ça nuit pas aux Canadiens français, ils sont pas obligés de rien faire. Alors, c'était dans ce sens-là que pour Laurier, le compromis, c'était pas, en français, compromis et compromission, c'est juste à côté l'un de l'autre dans le dictionnaire. Mais il y a toute une différence. Le compromis, c'est une entente entre deux parties qui atteint les objectifs de chacun sans les forcer à piler sur leurs principes. Tandis que la compromission, c'est une personne qui met ses principes de côté pour arriver à une entente. Alors, Laurier pensait qu'on pouvait être fidèle à ses principes, fidèle à la défense de sa race, de sa langue, de sa religion, tout en acceptant certains compromis avec les autres groupes qui faisaient partie du même pays que nous. Dans votre livre, vous dites que Wilfrid Laurier aimait l'histoire. Est-ce que ça lui donnait un avantage en politique? Est-ce que ça lui donnait un avantage? J'en suis pas certain parce qu'il faudrait voir si vraiment il connaissait plus ou moins l'histoire que ses adversaires. Et les adversaires de Laurier n'étaient pas des deux de pique non plus. Laurier a été en campagne électorale contre John A. Macdonald, le premier ministre de l'histoire du pays, un politicien absolument redoutable. Mais c'est vrai que Laurier aimait beaucoup l'histoire et il aimait beaucoup lire. Point. Il lisait aussi beaucoup de romans, ce qui va peut-être en surprendre plusieurs. En fait, Laurier disait souvent, et c'est une des caractéristiques, peut-être un côté de Laurier qu'on connaît moins et qui ressort plus dans le livre, c'est que Laurier, d'abord, était quelqu'un de très souvent malade. Il a été, à partir de sa jeunesse, on pensait qu'il souffrait de tuberculose. Ça l'a beaucoup marqué dans sa jeunesse et il a continué d'être assez souvent malade, même devenu premier ministre, à tel point qu'il pouvait parfois disparaître 3 ou 4 semaines pour aller suivre une cure. Il écrit à son entourage politique, mais aussi à son entourage personnel, ses amis, etc., qu'il est donc fatigué de faire de la politique, puis s'il pouvait seulement se retrouver à Arthabaska entouré par ses livres. Il subsiste des livres de sa collection. Il y a 2 musées Laurier, un à Victoriaville et l'autre à Ottawa. Il subsiste des morceaux de sa collection et on peut voir qu'effectivement, il lisait beaucoup de choses, en anglais, en français, des livres politiques, le rapport de Ram, des romans français, des romans canadiens, français, québécois. Et pour finir là-dessus, est-ce que ça lui conférait un avantage sur les adversaires? C'est pas clair, mais chose certaine, ça donnait à ses discours un ton très particulier. Et ça explique probablement une des raisons pour lesquelles Laurier a été tant admiré. On dit souvent aujourd'hui que la politique est dure et puis bon, le niveau est assez bas, mais à l'époque de Laurier, ça jouait pas mal dur aussi. Et Laurier, lui, faisait des discours qui étaient quasiment plus des cours ou des démonstrations que des discours très partisans. Il y avait très rarement des attaques personnelles. Il citait des philosophes. Même et son auditoire, la plupart du temps, n'avait pas eu la chance d'avoir l'instruction qu'il avait eue, mais les gens étaient comme transportés par Laurier, non pas par une forme de populisme ou de démagogie, mais au contraire, parce qu'il se maintenait toujours à un niveau, tu avais l'impression qu'il était toujours une coche au-dessus des autres. Et donc, il convainquait les gens, non pas par des diatribes interminables, mais par la force de ses arguments. Et là encore, c'est une similitude avec Lincoln, qui lui aussi avait ce type de discours-là, qui lui donnait une place à part dans la classe politique de son époque. Wilfrid Laurier vit à une époque où il n'y a pas de télévision, pas de radio. Il reste 2 moyens pour rejoindre la population, le journal et les discours sur la place publique. Quel était le style oratoire de Wilfrid Laurier? C'était un style... D'abord, lui, c'est très tôt passionné pour le discours public. Quand il était étudiant au Collège de l'Assomption, lui et quelques-uns de ses amis se sauvaient littéralement du collège et allaient voir soit des procès ou soit des discours, des assemblées politiques. Parce que les assemblées politiques, c'était effectivement une des principales activités de l'époque. Et c'est pour ça que les discours étaient souvent tellement populistes, démagogiques et tout ça, parce que c'était un spectacle. C'était vraiment un spectacle et les gens avaient des idées, des convictions, mais aussi ils allaient voir ça pour un bon spectacle. Et donc, Laurier, lui, on a dit de Laurier assez rapidement qu'il avait, on appelle ça une langue d'argent, un silver tongue en anglais.
Et plusieurs de ces discours qui sont parvenus jusqu'à nous montrent un style très, très différent de ce qui se faisait à la même époque. On peut situer un certain nombre de ces discours, mais prenons-en un, peut-être le premier discours, vrai grand discours politique de Laurier. Alors, Laurier est un jeune député, 33-34 ans, du Parti libéral à Ottawa. On ne sait pas trop pourquoi, mais en tout cas, quelqu'un l'invite à prononcer un discours sur l'état du libéralisme au Québec. Et le problème est, pour les libéraux de l'époque, que l'Église se bat contre eux constamment. L'Église estime que les libéraux sont les libéraux d'esprit, non pas seulement les libéraux au sens partisan, qu'ils sont de dangereux révolutionnaires, que ce sont des impies qui vont aller contre les enseignements de l'Église. Alors, il demande à Laurier, jeune député prometteur, de s'adresser aux libéraux de la ville de Québec. Et Laurier va là vraiment faire une démonstration extrêmement brillante, dont il serait trop long d'expliquer toutes les parties aujourd'hui, mais qui, au lieu de dire l'Église n'a pas à se mêler de politique, ce qui est la ligne rouge habituelle, qu'est-ce que les prêtres font à se mêler de politique, il démontre que en fait, l'Église, le raisonnement de l'Église ne tient pas. Et Laurier, c'est ça. Sa carrière sera marquée d'un certain nombre de grands discours, plusieurs très bons discours, mais certains très grands discours où même ses adversaires, il y a un cas notamment d'un discours sur Louis Riel, qu'il a donné en fin de soirée, en fait vers minuit, 1h du matin, et ensuite les travaux de la Chambre se sont clos pour la journée. Et le lendemain, la première déclaration, c'est un ministre conservateur, donc du gouvernement de Johnny MacDonald, qui se lève en Chambre pour dire le discours de M. Laurier, de mon adversaire libéral, est probablement le plus grand discours qui a jamais été prononcé à la Chambre des communes. C'est quand même pas rien. Alors, il a vraiment une façon de s'exprimer, une façon de s'élever, d'élever son discours, et donc de convaincre les gens par la force de ses arguments. Et il faut ajouter aussi que cette grande qualité-là, ce talent oratoire, lui permet aussi de montrer que le compromis qu'il a fait dans tel dossier, en fait, est quelque chose d'absolument remarquable et de très excitant. Parce que quand vous arrivez à un compromis, souvent les gens de votre côté, par exemple les francophones, dans le cas de Laurier, disent « Ouais, mais là, tu as fait un compromis, puis ça va être nuisible pour nous. » Mais Laurier était assez habile pour montrer son compromis comme une grande victoire pour les Canadiens français. Et ça aussi, ça l'a énormément servi parce que les Canadiens français, effectivement, sont devenus extrêmement fiers de Laurier. Tout le monde avait dans sa cuisine ou sa salle à manger une photo de Laurier ou un dessin de Laurier ou des discours de Laurier collés un peu partout. Il y avait des cendriers à l'effigie de Laurier, des fauteuils à l'effigie de Laurier. Laurier était partout, à tel point qu'on a déjà dit que c'est lui qui avait été l'inventeur du concept des produits dérivés. Hein? Il n'y avait pas de T-shirt à l'époque, mais s'il y en avait eu, c'est sûr qu'il y a eu plein de gens qui avaient des T-shirts à l'effigie de Laurier. Ça rendait les Canadiens français très fiers. Un des leurs avait atteint un niveau qu'on n'espérait pas. Et donc, la fierté est restée même si Laurier a connu plusieurs défaites politiques par la suite. Une des pages importantes dans l'histoire du Canada s'ouvre sur l'affaire Louis Riel. Dans votre livre, vous dites que Wilfrid Laurier va présenter une position unique qui va être ni calquée sur celle des francophones catholiques, ni sur celle des anglophones. Quelle sera sa position? Ben, c'est du Laurier pur, si vous voulez. Hein? C'est-à-dire que Laurier, d'abord, essaie de voir le problème de haut. Hein? Il constate que les protestants détestent Riel parce que c'est un faiseur de troubles, parce que il a déjà tué un des commissaires anglais qui avait été envoyé dans l'Ouest pour faire de l'ordre. Donc il l'avait condamné par une espèce de procès un peu fantoche. Et puis, les Canadiens français, eux, ils aiment Louis Riel parce qu'il parle français. Puis c'est un des leurs, mais ni l'un ni l'autre, ni d'un côté ni de l'autre, on sait vraiment beaucoup de choses sur Louis Riel qui, comme on le sait, est un personnage assez complexe. Alors, Laurier, lui, se dit, il faut trouver un compromis. Alors, quel est le compromis? Alors, il dit, et c'est encore une fois l'originalité de son approche, le compromis, on va le trouver sur la base des grands principes de la loi britannique, ce qui nous gouverne. Hein? Et donc, ce faisant, il met tout le monde un peu mal à l'aise, en particulier les Canadiens anglais qui se font, dans le fond, dire, écoutez, là, vous pouvez pas condamner Riel à mort alors qu'il n'y a pas eu vraiment de justice qui lui a été faite, il n'y a pas de véritable procès qui a été fait, sinon un procès tout croche. Et il dit aussi aux Canadiens français, mais écoutez, il faut quand même tenir compte du fait que Riel a dépassé les bornes. Et sa rébellion, si au départ elle semblait justifiée, a effectivement s'est terminée par la mort d'un homme. Alors il cherche un juste milieu. Et
ce qui m'a le plus frappé, parce qu'il a prononcé au moins 2 grands discours sur Riel, c'est au début du premier discours, il dit, vous savez, moi, je n'ai rien pour ou contre Louis Riel. Personnellement, il l'avait déjà rencontré. C'est pas un gars qui m'intéresse beaucoup, mais en même temps, la cause qu'il défend est correcte. Mais juste en disant, vous savez, moi, je n'ai rien pour ou contre Louis Riel, déjà, il se met dans une position quasiment unique parce que, au contraire, dans ce débat très vif, toutes les années Riel, les Anglais étaient contre Riel et les Français étaient pour Riel. C'était un préjugé de départ, si vous voulez. Alors, Laurier, lui, prend une position complètement différente. On sait qu'il y a eu une rencontre entre Laurier et Riel, alors que Laurier était député libéral, jeune député. Riel, après la première rébellion, s'était promené un peu partout aux États-Unis. Il était revenu en cachette au Canada. C'était pas très clair. C'était aussi la période où on commençait à trouver qu'il était un peu bizarre parce que, vous savez qu'à la fin, il y avait un peu des hallucinations. Et un curé du coin où Laurier habitait, un soir l'a invité en disant, viens donc, j'aimerais te faire rencontrer quelqu'un. Et donc, Laurier est arrivé et il se trouvait là, Louis Riel. Malheureusement, on ne sait rien d'autre de cette réunion parce que ça devait quand même... Ils ont discuté... Riel est un gars qui avait pas mal de culture. Alors, ils ont discuté, on sait, c'est Laurier qui l'a dit, de politique, de religion, de politique américaine, de politique européenne. Donc, ça a dû être une rencontre qui a duré, on s'imagine, une bonne heure. Et on sait d'une correspondance de Laurier il est sorti de cette réunion convaincu que Riel était ce que Laurier appelait un monomaniaque. Il y avait une espèce d'obsession et il pensait qu'il était le porteur de l'œuvre de Dieu. Alors, on voit que Laurier, dès cette rencontre, est un peu sur ses gardes quant à ce personnage-là. Mais en tout cas, ça aurait été quand même absolument fascinant d'avoir un petit film ou un petit enregistrement de ces 2 grands personnages, tellement différents, mais tellement fascinants tous les 2. Vous dites tout au long de votre livre que la grande qualité de Wilfrid Laurier était de faire des compromis économiquement parlant. Chez Laurier, est-ce que cette formule n'a pas démontré ses limites? C'est vrai que Laurier, d'abord, il n'avait pas de compétences particulières en économie. C'est un avocat. Il n'avait pas nécessairement beaucoup d'intérêt pour ces questions-là, mais il n'a pas eu le choix que de faire face à un certain nombre de questions économiques importantes. L'une des plus importantes étant les relations commerciales avec les États-Unis. Il y avait de graves problèmes. Les agriculteurs canadiens voulaient vendre leurs produits aux États-Unis, mais il y avait des barrières tarifaires. Bon, mais sans rentrer dans les détails, Laurier a donc dû travailler sur ces dossiers-là. Mais c'est vrai qu'on n'a pas l'impression qu'il est à son mieux, que à la fois quand il défend des politiques. Et évidemment, l'exemple le plus frappant de ça, c'est son projet de ligne de train, par exemple, ferroviaire, d'un bout à l'autre du pays. Il y a déjà, évidemment, la ligne du Canadien Pacifique, celle de Johnny MacDonald, mais elle ne suffit plus à la tâche. Il y a le CP ne réussit pas à satisfaire à toute la demande pour transporter les produits d'est en ouest. Et en plus, les agriculteurs en particulier sont furieux contre le CP parce qu'ils disent que le CP impose des prix prohibitifs parce qu'il profite d'un monopole. Alors Laurier décide de s'attaquer à ce problème-là en encourageant la construction d'un 2e chemin de fer. Le problème, c'est que à l'époque, Laurier a déjà gagné plusieurs élections. Il est très sûr de lui et il s'imagine qu'il est capable de gérer cette affaire-là sans problème. Alors, ce qui va arriver, c'est qu'il y aura beaucoup de décisions quant au tracé, par exemple, qui vont être prises pour des raisons politiques, parce que le maire de telle municipalité veut avoir le chemin de fer qui passe près de sa ville, etc. Et là, le sens du compromis de Laurier fait face à un gros problème. Parce qu'évidemment, quand vous voulez faire des compromis, plaire à des amis politiques, etc., si vous dessinez un chemin de fer sur cette base-là, ça risque de ne pas être très cohérent. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Alors, en particulier dans la partie est du nouveau chemin de fer, ça a coûté beaucoup plus cher que prévu. Et il y a dû y avoir une commission d'enquête par la suite pour montrer qu'il y avait eu... Ça avait vraiment été très mal géré. Et évidemment, on sait aussi, bien que Laurier, personnellement, n'aura rien eu à voir là-dedans, l'effondrement du pont de Québec, qui était une structure majeure de ce nouveau, a comme symbolisé, si vous voulez, l'échec de cette aventure. C'est vraiment une aventure mal gérée qui amènera le gouvernement qui a succédé à celui de Laurier, le gouvernement conservateur, à nationaliser tout ça et à former ce qu'on connaît aujourd'hui comme le Canadien national. Ce qui aujourd'hui est une entreprise qui fonctionne très bien, mais à l'époque, c'était vraiment un échec total de l'œuvre de Laurier.
dans votre livre, vous considérez Henri Bourassa comme le plus grand rival de la carrière politique de Wilfrid Laurier. Pourquoi? Ils sont sur le même terrain. Hein? C'est-à-dire, premièrement, il y a un aspect très personnel dans cette bataille-là qui durera plusieurs années. C'est Wilfrid Laurier qui a recruté Henri Bourassa comme candidat libéral aux élections. Donc, il se prend rapidement d'affection pour cet homme, Henri Bourassa, qui, lui, comme lui, est très cultivé, un orateur fantastique. Et il ne le dit pas comme ça, mais on a nettement l'impression que Laurier voit en Bourassa un possible successeur. Mais les deux hommes sont faits d'un matériau très, très différent. On a parlé beaucoup du fait que Laurier est un conciliateur, un homme de compromis. Bourassa, c'est exactement le contraire. Bourassa est nationaliste. Il est probablement un des premiers à envisager le Canada comme, non pas comme un pays anglais avec une composante française, mais un pays bilingue. Et donc, que les Canadiens français, qu'ils soient en Saskatchewan ou au Québec, doivent avoir exactement les mêmes droits que les anglophones, que tous les autres citoyens de ce pays. Aujourd'hui, on est habitué à ce point de vue-là, qui est celui de Trudeau, bon, etc. Mais à l'époque, c'était pas du tout comme ça qu'on voyait le pays. Le pays est un pays anglais avec un morceau francophone, et c'était ça. Même Laurier ne contestait pas ça. Donc, pour Laurier, c'est difficile parce que lui, il a besoin de l'appui de sa province. Hein? S'il veut il veut rester premier ministre, il faut qu'il y ait des votes ailleurs, mais il faut d'abord qu'il puisse compter sur sa province, ses compatriotes francophones. Ce qui est le cas au début de sa carrière, mais quand Bourassa quitte le Parti libéral pour devenir un député indépendant et ensuite pour fonder Le Devoir, là, ça devient très difficile parce que Laurier ne peut trop faire de compromis de peur de perdre sa base. Par contre, s'il n'en fait pas, les anglophones, les orangistes à l'époque, qui sont des radicaux protestants et ses ennemis politiques aussi, vont lui rentrer dedans. Alors là, il se trouve vraiment sur la corde raide, alors qu'au début, il était seul sur le terrain de l'affection et de l'admiration des Canadiens francophones. Alors, ça va devenir de plus en plus dur. Et dans les faits, Bourassa, à un moment donné, parce qu'il refuse les compromis et parce qu'il se met vraiment à taper très, très fort sur Laurier, va décider de s'unir aux conservateurs pour battre Laurier. Et les conservateurs acceptent ça. C'est une entente vraiment très étrange parce que les conservateurs sont beaucoup plus royalistes, monarchistes que les libéraux ne le sont. Alors, pourquoi exactement est-ce que Bourassa accepte cette union? Toujours est-il qu'en 1911, Laurier est battu à cause de cette union-là, c'est-à-dire que les conservateurs l'ont battu dans les autres provinces, et au Québec, les nationalistes de Bourassa ont fait assez de mal aux libéraux pour que ce soit les conservateurs de Borden qui prennent le pouvoir. Et rapidement, Bourassa se rendra compte, bien qu'il ne le dira pas parce que c'est pas le genre de gars qui admettait ses erreurs, ce sont les conservateurs qui ont amené la conscription et qui ont fait beaucoup plus de tort au Canada que ce que Laurier avait jamais fait. D'ailleurs, à la fin, ils se réconcilieront. C'est ce qui fait que c'est une aventure, cette rivalité très forte. Je disais tantôt qu'on devrait faire un film sur la rencontre entre Riel et Laurier. Il y aurait un grand film aussi à faire sur ce combat épique entre deux anciens amis devenus ennemis politiques et frappant très fort les uns sur les autres pour finalement une réconciliation autour de la conscription, justement. Laurier se bat contre la conscription. Bourassa aussi se bat contre la conscription. Et il y aura, dans les derniers moments de la vie de Laurier, vraiment une véritable réconciliation personnelle. Ce qui fait que quand Laurier meurt en 1919, Bourassa va écrire un éditorial dans Le Devoir très, très élogieux et se rendra aux funérailles de Laurier, l'homme qui l'aura le plus combattu. Il y a vraiment un aspect personnel là, qui va au-delà du politique et qui rend ces relations-là particulièrement difficiles. Parce que Laurier a eu beaucoup d'ennemis, comme Bourassa en a eu beaucoup aussi. Mais quand ça touche des gens que vous avez bien connus, qui ont été des amis, que vous avez aidés, et qu'à un moment donné, là, ça devient très déchirant, c'est presque une lutte fratricide ou en tout cas familiale. Quel a été votre matériau pour produire cette biographie? La question est intéressante parce qu'en fait, j'ai écrit 2 biographies dans ma vie. Là, celle de Jean Charest il y a plusieurs années et maintenant celle de Wilfrid Laurier, 2 personnages tout à fait différents. Mais je me suis demandé laquelle des situations j'aimais le mieux. L'écrire la biographie de quelqu'un que vous pouvez rencontrer, puis où tout le monde est vivant, et l'autre situation. Et je vous dirais qu'il y a des avantages et des désavantages dans les 2 cas.
Mais c'est certain que dans le cas d'un personnage qui est décédé, vous avez le grand avantage du recul. Si vous écrivez la biographie d'un politicien, ben les gens autour de lui vont essayer de vous influencer, ou vous bloquez l'accès à tel endroit ou à telle chose parce qu'ils veulent préserver les intérêts politiques de la personne. Dans le cas d'une personne qui est décédée, bien évidemment, rien de ça ne joue. Mais il reste que moi, je suis pas historien, je suis journaliste. Et comme journaliste, je suis très frustré de ne pas avoir au moins pu voir un discours de Laurier ou entendre un discours de Laurier. Comme journaliste, ça m'a empêché d'avoir des réponses à certaines des questions que je me posais. Par exemple, on dit beaucoup dans les journaux de l'époque, surtout les journaux conservateurs, donc adversaires de Laurier et nationalistes, que Laurier parlait français avec un accent anglais. Et bon, ça peut paraître étrange, mais on sait que Laurier a été très jeune à l'école en anglais. Son père, qui était un nationaliste rouge, tenait quand même à ce que son fils apprenne l'anglais. Il a étudié à McGill. Et puis, à l'époque aussi, il y avait une espèce de snobisme chez certains francophones de la bourgeoisie de parler le français très, très bien, mais avec un accent anglais. C'était comme une façon de montrer qu'on fait partie de l'élite. Alors, ça serait pas impossible de penser que Laurier parlait le français avec un accent anglais. Mais, bon, faute de preuves. Tout ce qu'on sait, c'est que les ennemis de Laurier disaient qu'il parlait avec un accent anglais, mais on peut pas le savoir. Moi, j'aurais aimé avoir 5 secondes d'un discours de Laurier, juste pour voir si c'était vrai. Parce que si ça avait été vrai, ça serait été intéressant aussi. Comment est-ce que quelqu'un qui parle le français avec un fort accent anglais a pu néanmoins séduire les francophones de la province de Québec, comme Laurier l'a fait. Donc, mon approche journalistique a peut-être été un peu freinée par ce manque de matériaux que les seuls matériaux écrits ne pouvaient pas vraiment combler. Et en même temps, il y a des livres sur Laurier qui sont en fait des hagiographies, des éloges incroyables de Laurier, où les gens dont les auteurs ont tiré des conclusions qui, moi, comme journaliste, m'apparaissent mal fondées ou non fondées. Par exemple, vous m'avez pas encore posé de questions là-dessus, mais la question d'habitude que les gens qui connaissent un peu Laurier posent au biographe de Laurier, c'est est-ce que c'est vrai qu'il avait une maîtresse, que Émilie Lavergne était sa maîtresse? Bon, c'est peut-être politiquement et philosophiquement, c'est pas la plus importante, mais ça intéresse beaucoup de gens, ça. Parce qu'on sait que Laurier, qu'il était marié, qu'il n'a pas eu d'enfant avec sa femme Zoé, ils ont été mariés plus de 50 ans, il était aussi très proche d'une femme d'un de ses collègues avocats, Émilie Lavergne, femme très distinguée, femme du monde, avec qui il a entretenu une longue correspondance, parfois très proche, très intime, ce qui fait que certains ont dit, à l'époque de Laurier et plus tard, que Émilie Lavergne était la maîtresse de Laurier et qu'elle aurait eu de lui un fils, Armand Lavergne, qui lui aussi a fait carrière politique sous Henri Bourassa. Bon, alors, tout le monde peut avoir ses théories là-dessus, mais il n'y a jamais personne qui était capable d'avoir la preuve. Alors moi, j'ai regardé ça, puis je me suis dit, bon, moi, comme journaliste, là, qu'est-ce que j'ai comme matériau qui me permettrait de conclure dans un sens ou dans l'autre? J'ai regardé, les gens me disaient, par exemple, regardez les photos d'Armand Lavergne, le fils présumé que Laurier aurait eu illégitimement, avec les photos du jeune Laurier, vous allez voir, ça se ressemble. Alors, j'ai regardé les deux. Vraiment, si tu veux voir une ressemblance, tu vas la voir. Si tu veux pas la voir, tu la verras pas. Alors, j'ai pas pu arriver à une conclusion parce que, comme journaliste, j'avais pas les éléments sous les yeux pour arriver à une conclusion. Et il y a plusieurs épisodes de la carrière de Laurier où, comme journaliste, je ne pouvais pas arriver à une conclusion. Ici, on parlait du dernier épisode dans la vie politique de Wilfrid Laurier, la Première Guerre mondiale. Est-ce que cette guerre a permis à Wilfrid Laurier de terminer sur une note glorieuse? Non. Ça a été un épisode tragique, dans le fond, dans la vie politique de Laurier, parce que semblait à ce moment-là s'effondrer le rêve d'un Canada où les anglophones, les francophones, les catholiques, les protestants pourraient travailler ensemble et mettre derrière eux les tensions et les batailles anciennes. Laurier, c'est un aspect qu'on n'a pas beaucoup touché aujourd'hui, mais Laurier est profondément convaincu de la qualité des valeurs, des principes défendus par l'Empire britannique. Donc, quand la guerre commence, Laurier est en faveur d'une participation du Canada auprès des alliés européens.
Alors, pendant les 2-3 premières années de la guerre, il faut situer ça quand même, Laurier est maintenant chef de l'opposition libérale. Il a 70 ans et un peu plus. Et le gouvernement est un gouvernement conservateur formé par Borden avec l'appui des nationalistes de Bourassa. Voilà le décor, si vous voulez, qui est planté au moment du début de la Première Guerre mondiale. Au début, ça marche relativement bien. Les Anglais, par exemple, les Canadiens anglais réalisent rapidement que les francophones du Québec sont proportionnellement moins nombreux à s'engager comme volontaires pour traverser l'océan et aller se battre. Et ça devient avec le temps, à mesure que le conflit perdure et que les morts de partout s'accumulent, ça devient un sujet de tension extrêmement fort. Les Anglais disent, ben là, c'est pas juste. Nous, on s'en va là, puis il y a 85%, 90% des soldats canadiens qui sont des anglophones, et les francophones, eux autres, ils restent dans leur province, puis ils veulent pas participer à une guerre qui est une guerre juste, disent-ils. Alors Laurier, tout le long de ce conflit-là, fera deux choses. D'une part, il tentera d'encourager ses compatriotes francophones de participer à cette guerre, en disant que c'est une guerre juste et nécessaire contre l'ennemi allemand. Et il essaiera de susciter cet engouement en disant, bon, si vous voulez pas vous battre pour l'Empire britannique, au moins battez-vous pour la France. Parce que la France, elle aussi, évidemment, fait partie du conflit aux côtés des Alliés. Alors, aidez-nous à sauver la France aussi. Mais Laurier ne convaincra pas beaucoup, et dans ce discours, dans cette bataille de discours, ce sont beaucoup plus les nationalistes de Bourassa qui vont obtenir l'appui des francophones, en partie parce qu'ils disent c'est à l'époque aussi où l'Ontario bannit l'enseignement du français dans les écoles primaires, le fameux règlement 17. Alors Bourassa dit, ben écoutez, on n'est quand même pas pour aller se battre pour les Anglais, alors ici même, les Anglais violent tous nos droits fondamentaux. Alors, vous voyez que ça devient très émotif. La guerre perdurant, à un moment donné, le gouvernement Borden en vient à la conclusion que la seule façon d'envoyer plus de soldats canadiens, en particulier canadiens-français, c'est la conscription. Laurier est convaincu que c'est une erreur monumentale. Il aura raison dans la mesure où la conscription créera beaucoup de problèmes. Il y aura des incidents violents à Québec, à Montréal, quelques morts, beaucoup de gens qui se sont enfuis pour ne pas être recrutés de force, et le nombre de conscrits venant de la province de Québec augmentera à peine. Mais en même temps, Laurier est vraiment pris au piège parce que son seul allié maintenant dans sa tentative de séduire les francophones, c'est Henri Bourassa. Donc, ils se réunissent tous les deux pour combattre la conscription, mais Bourassa est beaucoup plus à l'aise dans ce terrain-là que Laurier peut l'être. Et puis, en bout de ligne, la conscription sera obtenue par Borden, qui va faire, pour l'obtenir, va créer un gouvernement d'union, c'est-à-dire en 1917, donc un gouvernement formé de conservateurs, mais aussi de libéraux. Donc, les libéraux anglophones abandonnent Laurier, leur grand chef historique, pour la conscription. Alors, vous imaginez que cet homme qui a 70 ans, qui a gagné plusieurs élections, qui est vraiment le héros des libéraux, qui se rend compte qu'il n'est pas capable de trouver une position de compromis qui rallierait les francophones, les anglophones, les protestants et les catholiques, même au sein de son propre parti, on le quitte, on le déserte pour s'associer au gouvernement conservateur de Borden. Alors, c'est une fin politique tragique. Henri Bourassa dira par la suite que Laurier s'est rendu compte à ce moment-là de l'échec de son approche. Mais en tout cas, Laurier, lui, ne dira jamais rien de tel. Au contraire, jusqu'à sa mort, 1 an après la fin de la Première Guerre mondiale, il soutiendra que la seule position valable pour les Canadiens français, c'en est une d'alliance et de compromis avec les Canadiens anglais. Wilfrid Laurier était lié d'amitié avec un Sud-Africain, Louis Botha. Qu'est-ce qui rapprochait les deux personnages? Botha était le leader de l'Afrique du Sud. Et donc, il a participé en même temps que Laurier à plusieurs rencontres des leaders de l'Empire britannique, si vous voulez. Et les deux hommes partageaient, dans le fond, un peu les mêmes orientations politiques. Ils dirigeaient des pays qui étaient profondément divisés aussi. Ils avaient une vision de la relation entre les colonies et le royaume britannique, l'Empire britannique, qui se ressemblaient beaucoup. Les deux hommes étaient des pragmatiques. Alors, ils se sont liés d'amitié. Et il faut comprendre là que Laurier, une bonne partie de son prestige dans son propre pays vient du fait que lorsqu'il a été à l'étranger, il a joué un rôle important.
Alors, vous imaginez, encore une fois, on vient à ce pays nommé Canada, créé 30 ans plus tôt, mais qui n'existe pas vraiment. Il n'y a pas de nationalisme canadien. Il n'y a personne qui est fier d'être Canadien. C'est un acte, une loi qui a été adoptée. Mais alors, Laurier comprend assez rapidement qu'une des choses qui pourrait unir les Canadiens de différentes origines, différentes langues, c'est si le Canada pouvait jouer un rôle important sur la scène internationale et peut-être tranquillement devenir de plus en plus graduellement indépendant de l'Empire britannique. Et c'est ce qu'il va s'attacher à faire. Dès son élection comme premier ministre, il participe en 1896 à une grande rencontre impériale où sont représentés donc le gouvernement de l'Empire, évidemment, et le secrétaire aux colonies Chamberlain, qui est un personnage politique très puissant, et les colonies, les représentants des différentes colonies, dont le Canada. Et Laurier jouera un rôle important durant la conférence en bloquant les tentatives de Chamberlain d'impliquer automatiquement les colonies à toutes les guerres de l'Empire. Et en plus de ça, il fera plusieurs discours à Londres et ensuite à Paris, des discours qui seront remarqués par la presse anglaise et française et qui visiblement, Laurier les avait séduits. Alors, ici, au Canada et au Québec, on lit beaucoup la presse européenne. Et donc, les Canadiens français et les Anglais réalisent que tout d'un coup, c'est un Canadien français, qui s'en va à Londres, puis qui rencontre la reine Victoria, qui est au pouvoir depuis 50 ans, et qui joue un rôle majeur. Et lorsque Laurier revient, puis évidemment, à ce moment-là, faire la traversée de l'Atlantique, c'était pas 6 heures, c'était plusieurs jours. Alors, Laurier revient, et lorsque son navire arrive dans le fleuve Saint-Laurent, il est accueilli par des feux de joie de chaque côté du fleuve. Il y aura un buffet pour accueillir Laurier à Montréal, la même chose à Toronto. Donc, les anglophones, eux aussi, sont séduits par ce triomphe de Laurier sur la scène internationale. Et dans le fond, ça aussi, c'est une démonstration de la particularité de Laurier. Il était un orateur tellement impressionnant, avec tellement une vaste culture. Alors, aux Français, il parlera des poètes, des grands écrivains français. Aux Anglais, aux Britanniques, il parlera des grands politiciens, des grands penseurs anglais. Alors, il impressionne. Et lorsque, en 1919, il est décédé, Laurier, il y a eu une réaction très émotive, non seulement ici, mais à l'étranger aussi, le New York Times, les journaux anglais. Donc, Laurier est vraiment devenu le premier Canadien à jouer un rôle significatif sur la scène internationale et ce faisant, le premier qui a pu rassembler, ne serait-ce que pendant quelques jours, les Canadiens de toutes origines dans une fierté commune, la fierté d'être Canadien. Monsieur Pratt, selon vous, est-ce que l'héritage politique de Wilfrid Laurier a bien survécu dans la mémoire collective au Québec? Non. Il y a des enquêtes qui ont été faites là-dessus, d'abord, qui montrent que Laurier est très peu connu à l'extérieur du Canada, à l'extérieur du Québec et au Québec aussi en particulier. Il y a eu encore une fois, tout récemment, un sondage où on demandait aux Canadiens qui était, selon eux, le meilleur premier ministre de l'histoire du Canada. Et Laurier est bien loin en bas, mais c'est pas parce que les gens pensent que Laurier est pas bon, c'est parce que les gens le connaissent pas. On connaît les politiciens récents, mais visiblement Laurier a été en grande partie oublié partout à travers le Canada. Et c'est très dommage parce que c'est certainement un personnage qui a marqué les générations qui ont été en contact avec lui et dont l'enseignement, les valeurs, les principes, le comportement serait très utile aujourd'hui. Peut-être tout ne serait pas pertinent. Il y a des moments où Laurier a échoué, il y a des erreurs que Laurier a commises, mais si on souhaite que le Canada survive, il n'y a aucun doute que l'approche que préconisait Laurier à l'époque est la seule valable. Les premiers ministres qui ont tenté de diviser pour régner le Canada, ils peuvent peut-être avoir une carrière politique qui tient, mais en bout de ligne, lorsqu'ils quitteront ou lorsqu'ils quittent, ils ont fait plus de tort au pays que de bien. Donc, on peut trouver que le Canada est un projet qui mérite de mourir de lui-même, mais si c'est pas le cas, c'est l'approche de Laurier qui est la bonne. Et le fait qu'il soit pratiquement inconnu, en particulier des Canadiens français, moi, je trouve ça extrêmement dommage. Parce que, qu'on soit pour ou contre, ou peu importe, c'est pas normal on ne connaisse plus quelqu'un qui a joué un rôle si important dans notre histoire. Et comme Canadien français, et comme francophone, il a montré aux siens à quel point s'ils avaient
la persistance, s'il avait la chance d'étudier, à quel point il pouvait réussir. C'est pas rien, ça, pour les Canadiens français de l'époque, en 1860, 70, 80, de réaliser que s'ils le veulent, ils sont capables d'atteindre les plus hauts niveaux dans tous les domaines. Et c'est une réussite fantastique. C'est lui qui a pavé la voie. Et bon, si le livre que j'ai eu la chance d'écrire, qui n'est pas long, donc qui fait à peu près 200 pages, si ça peut donner juste le goût aux gens de fouiller davantage, de s'intéresser davantage à cette époque-là, et en particulier à ce personnage-là, j'en serais très heureux. Pour terminer cette émission, voici une entrevue avec Steve Lasorsa. Il sera avec nous pour parler de son premier livre, La rivalité canadien-nordique, publié aux presses de l'Université Laval. Pourquoi le hockey, plutôt qu'un autre sport, est-il devenu le sport par excellence au Canada français? Pour commencer, il faut savoir que le hockey, c'est né à l'Université McGill. Un peu ironiquement, ça a été créé par des anglophones à l'Université McGill, la première partie de hockey qui a été jouée. Ça, c'était à la fin du 19e siècle. Dans le fond, au début du 20e, on a eu rapidement une équipe de hockey, le Canadien de Montréal, qui est née, qui était une équipe qui avait été créée, dans le fond, pour regrouper des joueurs uniquement francophones pour rivaliser, dans le fond, contre les autres équipes anglophones qui se créaient un petit peu partout dans la région de Montréal. Donc, rapidement, le Canadien est devenu un peu un symbole pour le peuple canadien-français. Beaucoup de bons joueurs ont passé à travers l'équipe. On peut penser à des joueurs comme Jacques Plante, Maurice Richard, un petit peu plus tard, Jean Béliveau, Guy Lafleur. Donc, immédiatement, avec le Canadien de Montréal, on peut dire qu'il y a un sentiment qui s'est créé, un sentiment identitaire très fort qui s'est créé à l'endroit du Canadien et du hockey en général. Et aussi, il y a une équipe qui est apparue dans les années 1920, les Maroons de Montréal, une équipe qui était uniquement anglophone. Donc, ça cristallisait un petit peu les passions ou les tensions ethniques qu'il y avait à l'époque entre les Canadiens anglais et Canadiens français. Et par l'entremise du hockey, souvent, les Canadiens français pouvaient rivaliser plus facilement que dans la société avec les Canadiens anglais. Donc, je pense que par l'entremise du hockey, c'est un symbole qui s'est créé un petit peu automatiquement. Pourquoi est-ce que les matchs canadiens-nordiques sont-ils devenus une rivalité quand même assez importante dans l'histoire du Québec? Les matchs canadiens-nordiques, il faut dire que dès l'arrivée des Nordiques dans la Ligue nationale, les dirigeants, Marcel Aubu et tout ça, ont vraiment pris le pari de surfer un petit peu sur la vague nationaliste qu'il y avait à l'époque. Il faut dire que les Nordiques sont arrivés en 1979, en pleine campagne référendaire. Donc, rapidement, les Nordiques ont décidé de mettre la fleur de lys sur le gilet. Les annonces qui étaient au Colisée étaient faites uniquement en français, ce qui se faisait nulle part dans la Ligue nationale. Ça faisait un petit peu, dans le fond, différent avec ce qui se faisait au Forum de Montréal à la même époque. Le Canadien est dirigé par une famille anglophone. C'est une équipe qui est maintes fois championne. Et là, on a une jeune équipe, les Nordiques, qui arrivent dans le paysage québécois. Ce que le Canadien et Molson a vraiment essayé d'empêcher d'arriver en 1970. Ils sont vraiment opposés jusqu'à la limite. Donc, on peut dire que quand les Nordiques sont arrivés et ont commencé à avoir une équipe compétitive, la rivalité est vraiment née... Ça a vraiment fait des flamèches. Elle a vraiment divisé, je pense, les Québécois en deux camps, ceux qui prenaient pour le Canadien, ceux qui prenaient les Nordiques. Et je pense que c'est pour ça que la rivalité, après ça, elle a vraiment pris de l'ampleur puis elle est entrée dans l'histoire du Québec. Quels sont les grands événements qui ont marqué l'histoire de la rivalité entre le Canadien et les Nordiques? Je dirais, premièrement, la bataille du Vendredi Saint en 1984, qui est souvent vue comme l'apogée de la rivalité. C'est dans le fond le 6e match de la série. Les Nordiques, ils mènent la partie, tout va bien, et tout d'un coup, il y a Dale Hunter, un joueur des Nordiques, qui fonce dans le gardien du Canadien, Steve Penney. Une mêlée générale éclate à la fin de la deuxième période, et à l'annonce que Peter Stastny est expulsé de la rencontre, qui était le meilleur joueur des Nordiques à l'époque, la foule au forum, ça éclate, ça l'applaudit, ça crie. Et sur la patinoire, les joueurs font une deuxième mêlée générale qui va durer environ 45 minutes. Quand les joueurs ont été interrogés après ça, dans le fond, sur qu'est-ce qui s'est passé ce fameux Vendredi Saint-là, ils ont tous décrit ça un peu comme un passage obligé de la rivalité, qu'il y avait tellement de tension, il y avait tellement de pression, dans le fond, de devoir battre l'adversaire de la province, que tôt ou tard, c'était pour éclater. Donc, c'est un peu l'événement marquant quand on parle du Vendredi Saint. Je pense que tout le monde en a entendu parler une fois ou l'autre dans sa vie, soit par un mononcle ou par n'importe qui. C'est sûr, ensuite, je dirais un autre événement marquant, c'est le fameux but d'Alain Côté en 1987.
Il faut rappeler qu'en 87, les Nordiques avaient une excellente équipe qui pouvait aspirer justement à se rendre à la Coupe Stanley. Et encore une fois, dans une série contre le Canadien, Alain Côté s'en va au filet, fonce dans le gardien de but, la rondelle pénètre au même moment. Tout le monde croit que le but est bon, mais l'arbitre de l'époque, Kerry Fraser, qui commence dans la Ligue nationale, décide de refuser le but, donne aucune explication à Michel Bergeron, qui foudrage sur le banc, qui crie. Ça, c'est une image qui est assez marquante de la rivalité. Et évidemment, comme dernier événement, l'année 1995, l'année du départ des Nordiques, on est obligé, justement, toutes les grandes vedettes qu'on pourrait attirer, on peut pas les garder, parce qu'on n'a pas d'argent pour les payer, pas d'amphithéâtre pour des revenus supplémentaires. Donc, un peu par surprise, personne s'y en attendait, les séries ont terminé. Et Marcel Aubu vend l'équipe au Colorado. Et l'année suivante, tout le monde connaît l'histoire, le Colorado remporte la fameuse Coupe Stanley un an après avoir quitté Québec. Est-ce que vous diriez que l'énergie de la question nationale du Québec s'est déversée dans la rivalité canadien-nordique? Je crois qu'on peut dire que oui, tout à fait. Quand j'ai écrit le livre, dans le fond, c'est que je m'intéresse beaucoup à la question nationale. J'avais beaucoup étudié un petit peu ce qui est arrivé avec Maurice Richard dans les années 50, avec le nationalisme canadien-français. Quand il y a eu l'émeute Maurice Richard, ça a été justement le président de la Ligue, M. Campbell, qui avait suspendu Maurice Richard parce qu'il avait frappé un juge de ligne. On a jugé rapidement que la sentence sportive, dans le fond, elle était faite à l'encontre d'un Canadien français. Donc, ça s'est rapidement transporté dans le nationalisme. Les Canadiens français sont sortis dans la rue, ont fait une émeute quand M. Campbell s'est quand même présenté au forum. Et je crois qu'à partir de là, j'ai voulu m'intéresser un peu aux années 80, entre les deux référendums. Il y a un référendum en 1980 et en 1995. Et disons que les années 80, c'est un peu une grande désillusion pour le mouvement nationaliste au Québec. C'est Pierre-Éliott Trudeau, c'est le rapatriement de la Constitution, les grands enjeux économiques. Je pense qu'à travers tout ça, sur le plan politique, les gens qui étaient dans le fond un petit peu plus nationalistes avaient plus nécessairement le pouvoir de s'exprimer à travers le politique. Je pense que vraiment un peu les symboles, toutes la question identitaire au niveau francophone, ça a pu se déverser justement à travers la rivalité pour s'exprimer. Cet épisode vous est présenté par l'entreprise de gardiennage et surveillance de résidence en votre absence, Vigie Maison, www.vigiemaison.com.